Il travaillait de nuit dans une station-service, retournait des hamburgers à midi et conduisait pour une application de covoiturage jusqu'à minuit. Tout cela pour nourrir et habiller ses trois enfants et leur faire croire que leur père n'avait pas abandonné. Puis une lettre est arrivée d'un avocat dont il n'avait jamais entendu parler, lui annonçant que son oncle avait décédé et lui avait laissé quelque chose. Derek Calloway a roulé 40 minutes jusqu'à un cabinet d'avocats, s'est assis dans un fauteuil en cuir qui coûtait probablement plus cher que son loyer mensuel, et on lui a remis une enveloppe contenant exactement 20 dollars. Mais au dos de ce billet était collée une clé rouillée. Et cette clé allait tout changer. Derek Calloway avait 37 ans, mais il en paraissait 50. Pas comme certains hommes qui vieillissent avec élégance, les tempes grisonnantes et les rides d'expression creusées par une vie bien remplie. Derek avait vieilli comme la pauvreté fait vieillir une personne, d'abord dans le regard, puis dans la façon dont les épaules se courbent vers l'intérieur, comme si le corps lui-même essayait de prendre moins de place dans un monde qui ne cesse de vous rappeler qu'il ne vous reste plus beaucoup de place. Il vivait dans un appartement de 2 chambres alloué à Clarksburg, en Virginie-Occidentale, une maison délabrée sur Maple Creek Road qui fuyait à 3 endroits quand il pleuvait et faisait un bruit d'animal mourant chaque fois que le chauffage se mettait en marche en janvier. La moquette était de la couleur de la moutarde vieillie. Le robinet de la cuisine fuyait. Il y avait une fissure dans le miroir de la salle de bain qu'il avait recouverte d'un morceau de ruban adhésif bleu parce qu'il n'avait pas les moyens de le remplacer et parce que, honnêtement, il n'avait pas besoin de se voir en entier de toute façon. La moitié du visage qu'il voyait le matin lui suffisait. 3 enfants. C'était le nombre qui déterminait chaque décision prise par Derek, du moment où il ouvrait les yeux jusqu'au moment où il les fermait enfin. Sophie, 12 ans, était l'aînée et avait hérité des yeux perçants et de la mâchoire obstinée de sa mère. Elle aidait les plus jeunes à se préparer pour l'école le matin sans qu'on le lui demande. Elle préparait des sandwichs au beurre de cacahuètes et vérifiait que le cahier de devoirs de Tyler se trouvait bien dans son sac à dos. Et lorsque Derek rentrait à la maison après une double journée de travail, encore imprégnée de l'odeur de graisse de friture, elle avait déjà fait la vaisselle. Elle ne s'en plaignait jamais. C'était ce qui faisait le plus mal à Derek, que sa fille ait appris à ne pas se plaindre. Tyler avait 8 ans et venait de découvrir le baseball. Il dormait avec une biographie usée de Derek Jeter qu'il avait empruntée tant de fois à la bibliothèque de l'école que la bibliothécaire, une femme aimable nommée Ruth Palmarino, l'avait discrètement estampillée Don, afin que Tyler puisse la garder. Tyler croyait avec la confiance totale que seul un enfant de 8 ans peut avoir qu'il jouerait un jour au poste d'arrêt-court pour les Yankees. Derek ne lui avait jamais dit le contraire. Le rôle d'un père, selon Derek, était de protéger les rêves de son enfant jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour les réaliser. Et puis, il y avait Lily, 4 ans, avec son sourire édenté et son obsession pour un éléphant en peluche qu'elle appelait Monsieur Peanut. Lily se glissait encore dans le lit de Derek certains matins, alors qu'il n'avait dormi que 3 heures, pressant sa petite tête chaude contre son menton, et c'étaient les seuls moments de sa vie où il se sentait complètement détendu. Leur mère, Renata, était partie 2 ans auparavant. Pas de façon dramatique, sans cri ni dispute, sans claquer la porte. Elle était simplement épuisée par une vie qui semblait ne mener nulle part. Elle avait fait 2 valises un mardi après-midi pendant que les enfants étaient à l'école et avait pris la route pour se rendre chez sa sœur à Phoenix. Elle appelait tous les dimanches. Les appels devenaient de plus en plus courts. Derek ne lui en voulait pas d'être parti. Il comprenait son impulsion. Ce qu'il ne pouvait pas se permettre financièrement ou émotionnellement, c'était de la suivre. Alors, il travaillait. Premier emploi, caissier de nuit chez Hank's Quick. Arrêt sur la route 50 de 23 heures à 6 heures, 4 nuits par semaine. Le salaire était de 9,75 $. Le propriétaire, un homme corpulent nommé Gary Tucheron, qui sentait en permanence la cigarette et n'était pas méchant, avait un jour proposé à Derek une augmentation de 50 cents s'il acceptait de nettoyer les toilettes en plus de ses tâches de caissier. Derek avait accepté sans hésiter. Deuxième emploi, cuisinière au Bella's Diner sur Jefferson Avenue, de 11 heures à 16 heures, 5 jours par semaine. La chef cuisinière, une femme nommée Dolores Marsh, dirigeait de la cuisine comme une opération militaire et avait secrètement pris Derek en affection, car il arrivait à l'heure, ne se plaignait pas et apprenait vite. Le travail était chaud et incessant, et les pourboires de la cuisine étaient inexistants, mais Dolores s'assurait toujours que Derek mange avant la fin de son service. Une assiette pleine, pas des restes. Troisième emploi, chauffeur pour Lyft. Le soir et le week-end, lorsque les enfants étaient chez Carol Hennessy,
Une enseignante à la retraite qui les gardait gratuitement parce que, comme elle le disait, je n'ai rien d'autre à faire que du temps et j'adore ces bébés. Maintenant, va gagner ton argent et ne discute pas avec moi. Entre ses 3 emplois, Derek gagnait environ 28 000 $ par an avant d'impôts. Le loyer était de 950 $. Les courses alimentaires coûtaient 300 $ la plupart des mois. Les charges, la garde des enfants les jours où Carol n'était pas disponible. Les sorties scolaires de Tyler. Les cours particuliers de maths de Sophie. La garderie de Lily 2 après-midi par semaine. Tout cela s'accumulait comme un mur qu'il s'efforçait sans cesse d'escalader. Il ne s'était pas acheté de nouveaux vêtements depuis 14 mois. Il conduisait une Toyota Camry de 2008 avec 212 000 miles au compteur, une voiture qu'il entretenait lui-même à l'aide de tutoriels YouTube et de prières. Il dormait en moyenne 5 heures par nuit. Il ne buvait pas. Il ne jouait pas. Il ne se plaignait pas, du moins pas à voix haute, car les murs de la maison étaient fins et ses enfants écoutaient toujours. Il allait à l'église presque tous les dimanches parce que les bancs étaient gratuits et parce que le pasteur Gary Freeland lui serrait toujours la main à la porte avec ses 2 mains, d'une manière qui donnait à la personne l'impression qu'elle comptait. Telle était la vie de Derek Calloway le matin où la lettre est arrivée. Elle est arrivée le jour d'un mariage, coincée entre une facture Verizon et un prospectus promotionnel d'une épicerie où Derek faisait rarement ses courses, car elle se trouvait à 5 kilomètres de plus que le salot. L'adresse de l'expéditeur indiquait Bremen and Associates Attorneys at Law Fairmont, West Virginia. Derek faillit la jeter. Il recevait parfois des lettres d'avocat et elle n'annonçait jamais de bonnes nouvelles. Une mise en demeure, une facture médicale en souffrance qui avait été vendue à une agence tierce, une lettre effrayante et formelle concernant une contravention de stationnement datant de 2 ans qui avait pris des proportions démesurées et impliquait le bureau du magistrat. Mais quelque chose le poussa à l'ouvrir. Peut-être était-ce le mot « succession » inscrit à l'extérieur. Peut-être était-ce son poids, légèrement plus lourd qu'une facture. Cher Monsieur Calloway, ce cabinet représente la succession de Monsieur Harold Whitfield, décédé le 14 novembre dernier dans le comté de Harrison, en Virginie-Occidentale. En tant que bénéficiaire désigné dans le testament de Monsieur Whitfield, vous êtes prié de vous présenter à nos bureaux dès que possible afin de recevoir votre legs. Veuillez vous munir d'une pièce d'identité avec photo en cours de validité. Harold Whitfield. Derek s'assit à la table de la cuisine et relut le nom 3 fois. Harold Whitfield était le frère de sa mère, son oncle, un homme. Derek l'avait rencontré exactement 4 fois dans sa vie. 2 fois lorsqu'il était enfant et que sa mère était encore en vie. Une fois à ses funérailles, lorsque Derek avait 19 ans, et une autre fois, brièvement et dans une atmosphère inconfortable, dans une station-service à Bridgeport vers 2015, lorsque Harold s'était trouvé derrière lui dans la file d'attente et qu'il s'était salué d'un signe de tête prudent et distant, comme 2 personnes qui partagent le même sang mais absolument rien d'autre. D'après tous les membres de la famille, Harold Whitfield était un homme difficile. Il ne s'était jamais marié. Il avait exercé divers métiers au fil des décennies. Mécanicien automobile, vendeur dans une quincaillerie, parfois homme à tout faire. Il buvait régulièrement. Il savait très bien garder rancune et ne la laissait jamais s'exprimer. Lorsque la mère de Derek était décédée d'un cancer du sein, Harold s'était présenté aux funérailles dans un blazer froissé, n'avait presque rien dit, avait mangé 2 assiettes de nourriture lors de la réception, qui avait suivi et était parti sans embrasser personne. Derek n'avait plus eu de nouvelles de lui depuis. Il était apparemment décédé. Et d'une manière ou d'une autre, il avait pensé à Derek dans son testament. Derek appela Bremen and Associates le lendemain matin, depuis le parking de la station service, à 6h15, toujours vêtu de sa chemise de travail, se nourrissant des dernières gouttes de café achetées à la station service. Une femme nommée Sandra Brackman répondit elle-même au téléphone. Il apprendrait plus tard qu'il s'agissait d'une femme pragmatique, âgée d'une 50aine d'années, qui dirigeait un petit cabinet d'avocats spécialisé dans les successions, situé dans une maison victorienne rénovée de la 3e rue à Fairmont. « Monsieur Calloway, dit-elle, merci de votre appel. La succession de votre oncle a été entièrement liquidée. Je tiens à être honnête avec vous avant que vous ne preniez la route. La succession est modeste, très modeste, mais il y a un legs, et Harold a été très précis dans ses instructions. À quel point est-elle modeste? Demanda Derek. Il y eut un bref silence. Je préfère vous expliquer en personne. Pouvez-vous venir jeudi? Il dit à Carol qu'il aurait besoin d'elle pour s'occuper des enfants jeudi matin. Il repassa sa seule chemise en bon état,
une chemise bleue boutonnée qu'il avait portée au mariage du cousin de Ranata en 2019 et parcouru les 68 kilomètres qui le séparaient de Fairmont par une froide matinée de décembre, le chauffage de la Camry fonctionnant à environ 60% de son efficacité. Il trouva sans difficulté le cabinet Bremen Associates. La maison victorienne était bien entretenue, peinte en vert foncé, avec une plaque en laiton poli à côté de la porte. À l'intérieur, les sols étaient en bois massif d'origine. La salle d'attente sentait le polish au citron et le vieux papier. Un réceptionniste nommé Kevin lui a proposé du café et Derek a accepté car c'était du vrai café, pas celui des stations-service. Sandra Breckman était exactement comme elle l'avait semblé au téléphone, précise, posée, portant des lunettes de lecture à chaîne et un blazer gris. Elle lui a serré la main fermement et l'a conduit à son bureau. Elle ne l'a pas fait attendre. Harold Whitfield est décédé avec une succession d'une valeur totale d'environ 420 $, dit-elle en s'installant dans son fauteuil et en croisant les mains sur le bureau. Après les frais funéraires, qu'il avait précautionneusement payés à l'avance, et nos honoraires, qui étaient minimes compte tenu de la simplicité de la succession, le montant restant à distribuer est de 20 $. Derek la regarda. « 20 $, répéta-t-il. « Oui. » Il rit. Il ne l'avait pas fait exprès. Le son était sorti avant qu'il ne puisse l'arrêter. Un son court et creux qui rebondit sur les murs lambrissés. « Je suis désolé, » dit-il en pressant ses doigts contre sa bouche. « Je ne veux pas manquer de respect. J'ai juste fait 68 kilomètres en voiture. »« Je sais, » dit Sandra, et son expression n'était pas méchante. « J'ai essayé de vous préparer au téléphone. » Elle fit glisser une enveloppe sur le bureau. Derek la prit et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un billet de 20 $ plié en deux. Il le déplia. Au dos, une petite clé en laiton était collée avec soin à l'aide d'un morceau de ruban adhésif transparent. Le chiffre 114 était gravé en lettres usées sur sa tête. Et sous la clé, également collée au billet, se trouvait un petit morceau de papier, pas plus grand qu'une fiche sur lequel quelqu'un avait écrit d'une écriture soignée et serrée. Storage World, autoroute 50, Clarksburg, unité 114, prépayé pour 1 an. Ne jetez rien avant d'avoir compris ce que vous avez entre les mains. H.W. Derek fixa longuement la note. Sandra Breckman l'observait attentivement. « Il n'a rien laissé d'autre ?» demanda Derek. « Aucun document. Cette note était scellée dans l'enveloppe avec le billet. Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il y a dans cet espace de stockage, Monsieur Calloway, mais Harold a insisté pour que cette enveloppe vous soit remise en main propre. » Derek rentra chez lui avec le billet de 20 $ dans la poche de sa chemise, sur son cœur, la petite clé en laiton appuyant sur le tissu comme une question. Il avait failli ne pas y aller. C'est la partie que Derek aurait du mal à expliquer plus tard aux journalistes, aux animateurs de podcast et, finalement, à ses propres enfants lorsqu'ils seraient en âge de comprendre toute l'histoire. Il a failli ne pas y aller. Il s'est dit que c'était une question de logistique. Jeudi soir, il avait un double service vendredi et Carol rendait visite à sa fille à Pittsburgh pour le week-end. Il s'est dit qu'il était fatigué. Il s'était dit que ce qui se trouvait dans un box de stockage appartenant à un homme qu'il connaissait à peine n'était probablement que des vieilleries, des cartons de vieux meubles, des papiers, les débris accumulés d'une vie solitaire. Mais la vérité, qu'il n'avait avouée qu'à lui-même dans le calme et l'obscurité de la station-service à 2 heures du matin, tandis que les néons bourdonnaient au-dessus de lui, était plus simple et plus douloureuse que la logistique. La vérité, c'est qu'il avait peur d'espérer. Derek avait appris que l'espoir coûtait cher. L'espoir coûtait quelque chose chaque fois qu'il ne se réalisait pas. Et il était déjà en déficit. Il a donc attendu 1 semaine. Il est allé travailler. Il a aidé Sophie à faire un projet d'histoire sur la révolution industrielle. Il a appris à Tyler à attraper une balle au sol dans le jardin à l'aide d'une balle de tennis et de son propre gant de joueur de champ extérieur du lycée. Il donna le bain à Lily et lui lut 3 chapitres de Goodnight Moon, même si elle avait 4 ans et était techniquement trop grande pour cela, mais qu'elle le voulait encore tous les soirs. Puis, un samedi matin, lorsque Carol fut de retour, que les enfants furent installés et que la Camry eut suffisamment d'essence, il se rendit à Storage World sur l'autoroute 50. Storage World était le genre d'établissement qui semblait être en état de négligence permanente. Une longue rangée de portes métalliques ondulées orange, une clôture en maille métallique, une petite remorque servant de bureau près de l'entrée, avec une affiche manuscrite indiquant les tarifs mensuels. Le gérant, un homme mince nommé Bobby Strasser, qui portait un gilet en polaire quelle que soit la température, confirma que oui,
L'unité 114 était à jour dans son loyer payé jusqu'en décembre suivant et remis à Derek un plan plastifié de l'établissement. L'unité 114 se trouvait au bout de la deuxième rangée. Derek s'y rendit seul. La matinée était froide et grise. Le ciel avait la couleur de l'eau de vaisselle. Son souffle formait de petits nuages blancs. Ses baskets crissaient sur le gravier. Autour de lui, l'installation était calme, dans le silence du samedi. Il resta un instant devant la porte orange, puis il se baissa, inséra la clé dans le cadenas et la tourna. Le cadenas s'ouvrit avec un clic net et sonore qui sembla plus fort qu'il n'aurait dû l'être. Il saisit la poignée et tira. La porte se leva sur son rail avec un grincement métallique, laissant entrer la faible lumière hivernale, et Derek Calloway se tint sur le seuil du box de stockage de son oncle, essayant de comprendre ce qu'il voyait. Il n'était pas vide. Ce n'était pas non plus un tas de bric-à-brac. Pas exactement. Tout était bien rangé. Harold Whitfield, quoi qu'il ait été d'autre, c'était un homme qui organisait ses possessions avec une sorte de soin délibéré. Des étagères métalliques tapissaient les deux murs, et sur les étagères disposées en rangées se trouvaient des boîtes en carton, chacune étiquetée de la même écriture serrée que celle de la note. Documents de 1989 à 2001. Pièces automobiles, outils, livres, photographies. Contre le mur du fond, soigneusement emballés dans des couvertures de déménagement et attachés avec des sangles élastiques, se trouvaient plusieurs objets rectangulaires de taille variée. Des objets à cadre plat, des peintures ou des photographies, Derek ne pouvait pas encore le dire. Au centre de l'unité, inexplicablement, se trouvait un vieux bureau à roulettes en bois, et sur le bureau, posé seul au milieu de la surface d'écriture, comme s'il avait été placé là délibérément, se trouvait un coffre-fort métallique vert, du genre de ceux que l'on peut acheter dans n'importe quelle quincaillerie, avec un petit cadenas à combinaison sur le devant. Derek resta debout dans l'embrasure de la porte pendant ce qui lui sembla être un temps infini. Puis il entra. Il passa 3 heures dans ce box de stockage le premier jour, sans même en faire le tour. La combinaison du coffre était inconnue de Bobby Strassa, et Derek ne l'avait pas trouvé parmi tout ce qu'il avait déjà examiné. Il l'a mis de côté et commença par les boîtes. Les documents étaient, comme il était indiqué, d'anciennes déclarations d'impôts, des factures de services publics, des reçus de réparations automobiles, le genre de documents qu'un homme prudent conserve par habitude. Derek ne trouva rien de remarquable dans les 2 premières boîtes, mais il les mit de côté sans rien jeter, car la note Harold était précise. Ne jetez rien avant d'avoir compris ce que vous avez. La boîte contenant les livres le fit réfléchir. Harold Whitfield était un lecteur assidu. Apparemment, la boîte contenait 30 ou 40 livres de poche et reliés, allant des westerns de Louis L'Amour à une encyclopédie Britannica abîmée, datant de 1978, en passant par 3 livres que Derek ne reconnaissait pas, des volumes denses et abondamment annotés sur l'histoire de l'art américain, en particulier sur l'école de peinture Hudson River. Les pages étaient abondamment annotées au crayon. L'écriture serrée d'Harold était partout, notant des dates, des artistes, des prix d'enchères, des provenances, des archives. Derek en prit un et le feuilleta lentement. Harold avait entouré certains noms à plusieurs reprises. Frederick Edwin Church, Thomas Cole, Albert Bierstadt. Il posa le livre avec précaution et se tourna pour regarder les objets emballés, appuyés contre le mur du fond. Il traversa la pièce et commença à déballer lentement les couvertures de déménagement. Il y en avait 6. Les 3 premiers étaient ceux à quoi il s'attendait à moitié. Des reproductions encadrées, du genre de celles que l'on trouve dans les brocantes. Des paysages corrects mais sans intérêt, dans de vieux cadres en bois. Il les appuya contre le mur et passa au suivant. Le 4e était plus grand, environ 90 cm sur 60 cm, emballé avec plus de soin que les autres, avec une couche supplémentaire de papier bulle sous la couverture de déménagement. Lorsque Derek le déroula, il se retrouva face à une peinture à l'huile, un paysage montagneux spectaculaire, une vallée baignée d'une lumière dorée avec une tempête qui s'approchait du côté gauche de la toile. Le ciel était une combinaison presque violente d'ambre et de violet foncé. C'était saisissant, magnifique même pour l'œil non averti de Derek. Il le retourna. Au dos du châssis de la toile, à l'encre délavée, quelqu'un avait écrit « Valley Stormab 1872 ». Il resta là à regarder ces lettres pendant un long moment. Un B. Il prit l'un des livres d'art annotés par Harold dans la boîte voisine et le feuilleta jusqu'à l'index. Quelqu'un avait écrit « Valley Stormab 1872 ». Il resta là à regarder ces lettres pendant un long moment. AB.
Il prit l'un des livres d'art annotés par Harold dans la boîte à côté et ouvrit l'index. Beerad Albert 1830 à 1902, peintre paysagiste germano-américain, école de l'Hudson River. Le cœur de Derek se mit à battre de façon inhabituelle dans sa poitrine. Il posa soigneusement le tableau contre le mur et déballe. Celui-ci était plus petit, une scène côtière, des vagues se brisant contre des affleurements rocheux, la lumière sur l'eau rendue avec une précision qui le rendait presque photographique. Au dos, Maine Coast TC vers 1838. Il n'avait même pas besoin du livre pour celui-ci. T.C. Thomas Cole, fondateur de l'école de l'Hudson River. Ses mains tremblaient lorsqu'il prit le 6e. Il ne dormit pas cette nuit-là. Il rentra chez lui après être passé chez Storage World, donna à manger aux enfants des spaghettis en boîte. Ce repas bon marché l'aida à faire ses devoirs. Il fit de la routine du coucher. Il attendit que les 3 enfants soient endormis, puis s'assit à la table de la cuisine sous la seule lampe qui fonctionnait, avec les livres d'art d'Harold étalés devant lui et un bloc-notes à côté de lui qu'il remplissait de notes. Il s'est fait porter malade sur l'application de covoiturage. Pour la première fois en 8 mois, il n'a pas travaillé pendant son quart de travail prévu. À 2 heures du matin, il commençait à comprendre ce qu'il avait sous les yeux. Et cela le terrifiait, dans le bon sens du terme. Il avait besoin d'un expert, pas seulement d'un avis. Il avait besoin d'une évaluation professionnelle, d'une provenance, de recherche, d'une authentification. Il avait besoin de quelqu'un qui savait réellement ce qu'il faisait, quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. Le problème, c'est que Derek Calloway avait passé ces dernières années dans un monde où les gens qu'il rencontrait essayaient soit de lui prendre quelque chose, soit de lui demander quelque chose qu'il n'avait pas. À 2h15 du matin, il tapa « Authentification d'œuvres d'art Virginie occidentale » dans Google et passa 1 heure à lire. Le matin, épuisé et surexcité à part égale, il a appelé une femme nommée Dr. Margaret Hollis. Il l'avait trouvée sur le site web d'une université de Morgantown. Elle était professeure d'histoire de l'art américain, consultante pour des maisons de vente aux enchères régionales et avait publié 2 livres sur les peintres de l'école de l'Hudson River. La photo sur la page de sa faculté montrait une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés et à l'expression de quelqu'un qui n'avait aucune patience pour l'imprécision. Elle n'a pas répondu. Il lui laissa un message, prudent et précis, expliquant ce qu'il avait trouvé sans en exagérer l'importance. Il avait trouvé ce qui semblait être des peintures à l'huile avec des inscriptions suggérant une possible attribution à des peintres américains du 19e siècle, et il cherchait des conseils sur les prochaines étapes pour les authentifier. Elle le rappela 4 heures plus tard. « Dites-moi exactement ce que disent les inscriptions », dit-elle sans préambule, d'une voix aiguë et concentrée qui fit se redresser Derek. Il lui lut les inscriptions à partir de ses notes. Le silence à l'autre bout du fil dura 8 bonnes secondes. « Où les avez-vous trouvés ?» demanda-t-elle. Il lui parla de l'héritage, du garde-meuble, de l'oncle qu'il connaissait à peine. « Et vous n'avez aucune idée de la façon dont votre oncle les a acquises? » « Aucune. » Une autre pause. « Monsieur Calloway, je veux être très prudente ici, car je ne veux pas vous donner de faux espoirs. L'école de l'Hudson River est bien documentée et bien cataloguée, mais il existe également de nombreuses contrefaçons et attributions erronées en circulation. Les inscriptions que vous décrivez correspondent à la période et au style, mais une inscription seule ne signifie rien. Pouvez-vous m'apporter les tableaux? » Le mardi suivant, il se rendit à Morgantown avec les 6 tableaux à l'arrière de sa Camry, enveloppés dans toutes les couvertures dont il disposait. Il a laissé les enfants à Carol. Il a conduit les 2 mains sur le volant, le chauffage à fond et une prière quelque part au fond de ses pensées. Margaret Hollis l'a reçu dans son bureau à l'université, une pièce tellement remplie de livres, de catalogues et d'estampes encadrées qu'on avait l'impression d'être dans l'esprit de quelqu'un. Elle était exactement comme sur la photo, efficace, sans sourire, vêtue d'un cardigan en laine et portant des lunettes de lecture qu'elle regardait par-dessus plutôt que de travers. Elle déballait d'elle-même chaque tableau lentement, avec les mains prudentes de quelqu'un qui avait passé des décennies à manipuler des objets fragiles. Elle ne disait rien pendant qu'elle les examinait. Elle utilisait une loupe. Elle utilisait une petite lampe UV. Elle consultait un catalogue qu'elle sortait d'une étagère sans le regarder, trouvant la bonne page de mémoire. Elle photographiait chaque œuvre sous plusieurs angles, avec un appareil Canon qu'elle gardait sur son bureau. Puis elle s'assit, retira ses lunettes et regarda Derek. « Je ne peux pas vous donner d'authentification aujourd'hui, » dit-elle. Une authentification réelle nécessite une analyse en laboratoire, une analyse de la composition de la peinture, une datation de la toile, éventuellement une réflectographie infrarouge.
Elle nécessite également des recherches sur la provenance, ce qui signifie retracer l'histoire documentée de chaque œuvre. Cela prendra des semaines, voire des mois. Mais, dit Derek, car sa voix laissait d'entendre qu'elle allait en dire plus. Elle le regarda fixement. Mais en 40 ans d'études de cette période, je n'ai jamais vu de faux de cette qualité. Le travail au pinceau sur le grand paysage correspond à la technique connue de Bierstadt au début des années 1870. L'empattement, la façon dont il a traité la lumière atmosphérique dans la vallée. On peut le voir dans son œuvre Among the Sierra Nevada Mountains, qui se trouve au Smithsonian. Le tableau représentant la côte est plus incertain, mais le traitement de l'eau est extraordinaire et les années manquantes dans la production de Thomas Cole à la fin des années 1830 sont bien connues. Plusieurs œuvres de cette période restent introuvables. Elle fit une nouvelle pause comme si elle pesait quelque chose. Si ne serait-ce qu'une seule de ces œuvres est authentifiée, M. Calloway, si ne serait-ce qu'une seule d'entre elles s'avère être authentique, nous ne parlons pas d'une somme modeste. Quelle somme? Demanda Derek. Sa voix était très calme. La dernière bière authentifiée mise aux enchères s'est vendue 8,4 millions de dollars. Une bière de cette période authentifiée pourrait atteindre 4 ou 5 millions. Elle observa son visage. Je comprends que cela soit difficile à accepter. Derek resta immobile devant la fenêtre du bureau. L'hiver de Virginie occidentale s'abattait contre la vitre. « Comment mon oncle les a-t-il obtenus ?» murmura-t-il. « C'est à Margaret Hollis que nous devons poser cette question. Et la réponse est importante d'un point de vue juridique et éthique. Si ces objets ont été volés ou si leur provenance est incertaine, la situation devient beaucoup plus compliquée. Comme Margaret l'avait prévenu, la recherche sur la provenance prit des semaines. Ce furent les semaines les plus étranges de la vie de Derek Calloway. Il continua à travailler à la station-service, au restaurant et à faire des trajets en covoiturage, car s'arrêter aurait été comme tenter le destin, comme regarder directement quelque chose qui pourrait disparaître si on le fixait trop longtemps. Il n'en parla à personne, sauf à Carol, et Carol, étant Carol, lui saisit fermement le bras à deux mains et lui dit « Derek, respire. Respire et laisse les gens qui savent faire leur travail. » Il appela Sandra Breckman et lui demanda si elle avait accès à d'autres documents personnels d'Harold que ceux qui figuraient dans le dossier successoral. Elle lui envoya 3 boîtes de documents qu'elle avait récupérées dans l'appartement d'Harold. Des lettres de Bill, un journal intime relié en cuir. C'est dans ce journal que Derek trouva ce qu'il cherchait. Harold Whitfield avait tenu un journal de manière intermittente et imparfaite pendant plus de 30 ans. Les entrées étaient irrégulières, parfois quotidiennes pendant un certain temps, puis plus rien pendant 6 mois, et l'écriture était la même écriture serrée que Derek avait appris à reconnaître. Harold écrivait sur le temps, sur sa santé, sur ses nombreuses rancunes soigneusement entretenues, sur la mère de Derek, sa sœur Louise, avec une tendresse qui surprit complètement Derek. Des passages décrivant son rire, un Noël particulier quand ils étaient enfants, la façon dont elle avait tenu la main d'Harold lors des funérailles de leur mère. Puis, dans une entrée datée de mars 1994, Derek trouva ce qu'il cherchait. J'ai acheté aujourd'hui le contenu de la propriété Caldwell aux enchères. Buchanan Road Farm, tout ce qui se trouvait dans la grange et les 2 dépendances. J'ai payé 340 $ au total. Le commissaire-priseur ne savait pas ce qu'il avait entre les mains et je n'allais pas le lui dire. Les Caldwell étaient une vieille famille de collectionneurs fortunés et la fille qui avait hérité de la propriété ne s'intéressait à rien de tout cela. La majeure partie de la grange contient exactement ce à quoi elle ressemble. De vieux outils, des meubles, un camion avec un bloc fissuré. Mais j'ai sorti 6 cadres dessous une bâche en toile dans le coin arrière de la 2e dépendance. Personne n'a enchéri dessus. Je ne sais pas encore exactement ce qu'ils sont, mais je sais qu'ils ne sont pas sans valeur. Il y a quelque chose dans le travail du pinceau. Il a passé les 5 années suivantes à essayer de comprendre ce qu'il représentait. Les entrées suivantes de son journal retracent l'auto-éducation d'Harold, les livres d'art qu'il a achetés, les catalogues qu'il a commandés lors de son unique voyage à New York en 1997 pour visiter le Metropolitan Museum et se tenir pendant des heures devant des statues et des charbons connus, comparant ce qu'il voyait aux photographies qu'il avait chez lui. En 1999, Harold avait conclu qu'il possédait au moins 2, voire 3, tableaux américains importants du 19e siècle. Il avait également tiré une autre conclusion, qu'il avait consignée dans son journal, avec le pragmatisme d'un homme issu de la classe ouvrière et conscient de la répartition des richesses dans le monde. Je ne sais pas comment transformer cela en argent que je peux réellement utiliser. Chaque fois que je m'apprête à demander à quelqu'un, j'ai peur.
Si je me trompe, j'ai l'air idiot. Si j'ai raison et que je ne m'y prends pas bien, quelqu'un me les prendra. Alors pour l'instant, j'attends, j'ai le temps. Il avait attendu trop longtemps. D'autres entrées dans son journal. Les années passaient, la santé de Harold déclinait, les opportunités étaient envisagées puis mises de côté, et une peur croissante de la bureaucratie et de la complexité juridique le paralysait chaque fois qu'il s'apprêtait à agir. En 2008, il avait contacté une petite galerie à Charleston, mais le propriétaire l'avait rejeté d'une manière qui l'avait fait reculer pour une autre décennie. Il m'a regardé comme si j'étais un idiot, comme un homme qui travaillait comme mécanicien. Impossible qu'il soit tombé sur quelque chose de réel. Je n'ai pas oublié ce regard. Je ne l'oublierai jamais. Et puis, vers la fin, alors que son état de santé lui faisait clairement comprendre qu'il n'avait plus beaucoup de temps, je ne sais pas à qui faire confiance. Il n'y a qu'une seule personne dans la famille qui, selon moi, a le caractère pour cela. Le fils de Louis, Derek. Je ne le connais pas assez bien pour savoir s'il comprendra, mais je sais que Louise et ses enfants la soutiennent. Je lui laisserai la clé. Le reste dépendra de lui. Derek a lu ce passage 4 fois. Puis il a posé le journal sur la table de la cuisine, a appuyé ses 2 mains à plat sur le bois et a pleuré silencieusement pour ne pas réveiller les enfants pour la première fois depuis 2 ans. Des recherches sur la provenance ont confirmé que les 6 tableaux faisaient une partie du patrimoine des Caldwell. Le docteur Margaret Hollis, en collaboration avec un collègue du département des beaux-arts de l'Université de Pittsburgh, le professeur Stephen Adair, a retracé l'histoire documentée de la famille Caldwell en tant que collectionneur. La famille avait acheté des œuvres par l'intermédiaire d'une galerie new-yorkaise aujourd'hui disparue dans les années 1890 et 1900. Ces acquisitions avaient été consignées dans les registres de la galerie, conservées dans les archives de l'université, mais n'avaient jamais été enregistrées dans aucune base de données publique répertoriant les œuvres d'art volées ou disparues. Les œuvres n'avaient pas été volées. Elles avaient simplement été perdues au profit de particuliers pendant plus d'1 siècle, achetées légalement, héritées, puis finalement entreposées dans une grange par une famille qui ne les appréciait plus. L'authentification des 2 tableaux principaux a pris 4 mois au total. L'analyse de la composition de la peinture a été effectuée par un laboratoire de conservation à Philadelphie. Les résultats ont confirmé que les pigments des 2 toiles correspondaient aux méthodes de production du 19e siècle. La réflectographie infrarouge a révélé des dessins sous-jacents dans les 2 œuvres qui correspondaient à des exemples connus des artistes attribués. Le plus grand paysage a été authentifié comme une œuvre inédite d'Albert Bierstadt, datant d'environ 1871 à 1873. Le tableau représentant un paysage côtier a été identifié comme une œuvre de l'école de Thomas Cole, probablement réalisée par un élève proche, et non par Cole lui-même, mais néanmoins d'une grande valeur. Le 3e tableau, celui dont Margaret était la plus incertaine, s'est avéré être le plus inattendu. Il ne s'agissait pas du tout d'une œuvre de l'école de l'Hudson River. L'analyse en laboratoire a daté la composition de la peinture à la fin du 18e siècle et des recherches ultérieures l'ont identifié comme un petit paysage de Ralph Earl, un portraitiste et peintre paysagiste américain moins connu mais historiquement important de la période révolutionnaire. Documenté, authentifié et extrêmement rare. Avant que tout cela ne soit conclu, avant que les rapports d'authentification ne soient finalisés, les ennuis ont commencé. Un homme du nom de Robert Caldwell fit son apparition. Âgé de 44 ans, ce promoteur immobilier de Roanoke, en Virginie, était le petit-fils des Caldwell de Buchanan Road. Il avait vu une mention préliminaire de la découverte récente de peintures américaines provenant d'un domaine de Virginie occidentale dans un bulletin d'information sur le monde de l'art que Margaret Hollis avait diffusé à titre professionnel. Il s'est présenté à la porte de Derek un mardi soir de mars, sans y être invité, dans une Range Rover, vêtu d'un gilet en polaire arborant le logo de son entreprise, avec l'assurance d'un homme habitué à être accueilli. Il voulait les peintures, sans politesse ni légalité. Il les voulait de la même manière qu'un certain type de personnes veulent des choses en partant du principe que la propriété légitime est une question de nom de famille et de position sociale plutôt que de documentation. Son grand-père, affirmait-il, n'avait jamais eu l'intention d'inclure ces tableaux dans la vente de la grange. C'était des objets de famille. Ils avaient été oubliés par erreur. Il y avait droit. Il offrit 60 000 $ à Derek. En espèces, précisa-t-il de manière significative. 60 000, répéta Derek. Il se tenait sous son porche par une froide soirée de mars et, pendant un instant, un moment véritablement inconfortable, il se sentit tenté. 60 000 $,
C'était plus d'argent que Derek n'avait jamais envisagé comme une somme réaliste. Cela représentait 2 ans de son revenu actuel. C'était les 2 premières années d'université de Sophie. C'était une voiture d'occasion avec moins de 100 000 miles au compteur. Il pensa à Harold, assis dans cet entrepôt pendant toutes ces années, trop effrayé pour agir. « Non, merci », répondit Derek. L'expression de Robert Caldwell ne changea pas. « Je peux aller plus haut. Monsieur Caldwell, les tableaux ont été vendus lors d'une vente aux enchères publiques en 1994. La vente était légale. L'ancien propriétaire me les a légués. Je vous suggère de contacter un avocat, mais je pense qu'il vous dira la même chose. Ces tableaux appartiennent à ma famille, dit Caldwell, et sa voix était devenue plus froide. C'était le cas, dit Derek, il y a 30 ans. Il entra et appela Sandra Briman. S'ensuivirent 3 mois de manœuvres juridiques qui ne coûtèrent rien à Derek. Sandra a accepté de prendre l'affaire à titre conditionnel, car, comme elle le lui a dit sans détour, c'est le travail le plus intéressant que j'ai vu en 15 ans, et je ne vais pas faire payer un homme qui cumule 3 emplois pour défendre ce qui lui appartient de droit et qui a finalement été résolu sans procès. L'avocat de Robert Caldwell a examiné les registres de la vente aux enchères de 1994, les documents successoraux et les rapports d'authentification, et a conseillé à son client de renoncer. La provenance était claire. La vente avait été légale. Harold Whitfield avait acheté les tableaux de manière légitime. Derek les avait hérités de manière légitime. Robert Caldwell est retourné à Roanoke dans sa Range Rover, et Derek a commencé à comprendre toute l'importance de ce qui se trouvait dans l'entrepôt de Bobby Strauss sur l'autoroute 50. La représentante de Christie's, une femme posée nommée Donna Fielding, est venue en Virginie occidentale en juin. Elle a fait le trajet depuis New York dans une voiture de location et a rencontré Derek dans l'entrepôt où elle a passé 2 heures à tout examiner, non seulement les tableaux authentifiés, mais aussi les autres objets qui se trouvaient dans l'unité 114 que Derek et Margaret Hollis avaient lentement catalogués. Parmi les outils, les meubles et les boîtes de papier, il y avait 3 autres objets remarquables. Une sculpture en bronze, petite mais importante, que Provenance Research attribuera plus tard à une œuvre documentée, mais jusqu'alors introuvable, du sculpteur du 19e siècle, John Rogers, une collection de 12 types Deger de l'époque de la guerre civile dans leurs étuis d'origine, et un exemplaire de la première édition de Birds of America d'Audubon, qui avait miraculeusement survécu pendant 130 ans dans divers greniers et granges, dans un état presque parfait. Donna Fielding était une professionnelle. Pendant ces 2 heures, son visage n'a laissé transparaître aucune émotion. Mais à la fin, debout devant l'entrepôt sous la chaleur de juin, elle a regardé Derek et lui a dit « J'aimerais beaucoup que Christie's représente cette collection. » La vente aux enchères a eu lieu à New York en octobre suivant. Derek s'y est rendu en voiture avec Carol, qui avait insisté pour l'accompagner et refusé toute autre solution. Ils ont séjourné dans un hôtel près de Times Square que Derek avait trouvé sur un site de voyage à prix réduit et qui était tout à fait convenable. Carol portait sa belle robe bleue et a dit à Derek qu'il était très élégant dans le blazer que Sophie l'avait aidé à choisir dans une boutique d'occasion, repassé à la vapeur jusqu'à ce qu'il soit pratiquement impossible de le distinguer d'un neuf. Il s'est assis dans la salle des ventes, un endroit qui ne ressemblait à aucun autre qu'il ait jamais vu. Avec ses murs pâles, son éclairage tamisé et ses participants munis de catalogues, qui se déplaçaient avec l'aisance de personnes pour qui les grosses sommes d'argent étaient une abstraction plutôt qu'une urgence. Et il regardait l'authentique Beerat qui trônait au centre. La maison de vente aux enchères avait largement promu cette découverte, une œuvre importante non répertoriée conservée dans une collection privée pendant plus d'1 siècle, et l'intérêt avait été considérable. Margaret Hollis avait été citée dans 3 publications sur l'art. L'histoire de sa découverte dans un entrepôt de Virginie occidentale avait été reprise par un journal régional, puis par l'Associated Press. Les enchères avaient commencé à 3 millions de dollars. Elles s'étaient terminées 11 minutes plus tard à 7,2 millions de dollars. Carol avait serré la main de Derek si fort qu'il avait senti ses os se comprimer. Le tableau de l'école Cole a été adjugé à 840 000 $, le Ralph Earl à 1,1 million, le bronze de Rogers à 220 000 $, les types Degera à 68 000 $, l'Orderbond à 310 000 $. Le total réalisé après la commission de Christie's, les frais d'avocat, les coûts d'authentification et les taxes applicables s'élevait à un peu plus de 6,3 millions de dollars. Derek Calloway était assis dans sa chambre d'hôtel ce soir-là,
Après un dîner que Carol avait insisté pour prendre dans un vrai restaurant, après 2 verres de vin qu'il n'avait pas fini, et il regarda le plafond pendant un long moment. Il pensa à Harold Whitfield, seul dans son appartement, trop effrayé par une mauvaise réaction pour agir. Il pensa à sa mère, Louise, décédée à 51 ans sans avoir d'économie. Il pensa à Sophie qui préparait les déjeuners avant l'école sans qu'on le lui demande. Il pensa à la biographie de Derek Jeter de Tyler avec le timbre offert. Il pensa à Lily et à M. Peanut. Il pensa au billet de 20 avec une clé collée au dos. Il appela Sophie depuis le téléphone de l'hôtel où elle séjournait avec les plus jeunes chez Carol. Et lorsqu'elle a décroché, il a dit « Salut, ma puce, comment allez-vous tous? »« Nous allons bien, papa », a répondu Sophie de cette voix prudente, plus mûre que son âge, qu'elle avait développée au cours des 2 dernières années. « Comment ça s'est passé? » Derek a fermé les yeux. « Ça s'est bien passé, » a-t-il dit. « Je te raconterai tout quand je rentrerai à la maison. » Il dormit 9 heures cette nuit-là, pour la première fois depuis des années. Il quitta d'abord son poste de nuit à la station-service. Gary Tuteran, le propriétaire, lui serra la main avec une chaleur sincère et lui dit qu'il était fier de lui d'une manière bourrue et embarrassée qui rendit Derek étonnamment ému. Gary lui remit une enveloppe lors de sa dernière nuit contenant 200 $, une note manuscrite et une photo que quelqu'un avait prise de Derek derrière la caisse et que Gary avait apparemment conservée. Derek a mis la photo dans son portefeuille. Il a donné un préavis de 3 semaines à Dolores Marsh au restaurant Bella's. Dolores lui a préparé un steak complet pour son dernier jour, au mépris de toutes les règles sanitaires applicables au repas du personnel, puis il lui a dit sévèrement de ne pas oublier d'où il venait. Il lui a promis qu'il n'oublierait pas. Il a simplement supprimé l'application de covoiturage un mardi matin. Il a acheté la maison de Maple Creek Road au propriétaire qui avait toujours apprécié Derek et qui la lui avait vendue à un prix raisonnable. Il a fait réparer la fuite. Il a remplacé la moquette. Il a acheté un nouveau miroir pour la salle de bain. Il s'est tenu devant et s'est regardé. Il s'est vraiment regardé pour la première fois depuis des années et a décidé que l'homme qui le regardait était quelqu'un avec qui il pouvait travailler. Il a engagé une conseillère financière, une femme méticuleuse nommée Patricia Bowman, dans une entreprise de Charleston et a passé 4 heures dans son bureau à comprendre ce que 6,3 millions de dollars signifiait concrètement et de manière responsable pour 3 enfants et leur avenir, et pour un homme qui ne s'était jamais senti financièrement en sécurité de toute sa vie. Patricia avait vu beaucoup de clients soudainement riches au fil des ans, et elle a noté plus tard, dans le calme de sa propre évaluation, que Derek Calloway était le plus sensé d'entre eux. Il a créé un fonds pour l'éducation de chacun de ses enfants. Il a donné à Carol Hennessy une somme d'argent qui l'a fait pleurer, refuser, puis accepter. Il a fait un don à la bibliothèque publique de Clarksburg, spécialement destiné à la section enfants, car Ruth Palmerino avait un jour tamponné une biographie de Derek Jeter donnée afin que Tyler puisse la garder. Il n'acheta pas de voiture de sport, ni de manoir, ni quoi que ce soit qui exigeât un style de vie qu'il devrait maintenir pour des étrangers. Il acheta à Tyler un gant de baseball en cuir véritable, le modèle signature de Derek Jeter, et l'expression sur le visage de son fils lorsqu'il le déballait fut le plus beau moment de l'année pour Derek. Il emmena les enfants à la mer cet été-là, les premières vraies vacances en famille que chacun d'entre eux ait jamais eues. Lily a couru droit vers les vagues sans hésiter, poussant des cris de joie, serrant M. Peanut au-dessus des vagues. Sophie se tenait au bord de l'eau et regardait l'horizon avec une expression que Derek reconnaissait. C'était le regard d'une personne dont l'avenir venait de s'élargir. Il s'assit sur la plage et regarda ses enfants. Il pensa à Harold Whitfield, qui avait eu peur, qui avait passé 30 ans convaincu que le monde trouverait un moyen de lui prendre tout ce qu'il avait trouvé, qui était mort dans un appartement, avec 420 $ à son nom, laissant un billet de 20 $ et une clé à un homme qu'il connaissait à peine, parce que quelque chose en lui, une étincelle d'espoir tenace et épuisée, avait refusé de laisser l'histoire se terminer dans ce garde-meuble. Ne jetez rien avant d'avoir compris ce que vous avez. Derek avait gardé le billet de 20 $. Il l'avait fait encadrer dans un simple cadre noir et l'avait accroché dans le couloir de la maison de Maple Creek Road, entre les photos scolaires des enfants. La clé était accrochée à côté. Les visiteurs lui demandaient parfois ce que c'était. Il leur racontait toujours toute l'histoire, non pas parce que cela le mettait en valeur, ou parce qu'il voulait que les gens sachent pour l'argent, mais parce que Harold Whitfield avait passé 30 ans sans personne à qui le raconter. Et parce que la leçon à en tirer, la vraie leçon, celle qui se cachait derrière tous les résultats des enchères, les lettres d'avocat et le catalogue Christie's,
ne concernait pas les peintures, la provenance ou la chance incroyable d'une clé rouillée. Elle concernait le prix à payer pour rester dans la peur. Harold avait trouvé quelque chose de réel. Il savait que c'était réel. Il avait passé des décennies à tourner autour, à rassembler des preuves, à se forger une compréhension, puis il n'avait pas franchi le pas final parce que le monde l'avait un jour regardé comme s'il était un idiot, et il avait laissé ce regard le paralyser pour le reste de sa vie. Derek avait failli faire la même chose avec l'enveloppe, il avait failli la jeter, il avait failli ne pas se rendre au garde-meuble, il avait failli prendre les 60 000 $ de Robert Caldwell parce que c'était plus d'argent qu'il ne pensait possible et la peur avait rendu cela possible et suffisant. Il a pensé à toutes les personnes qui étaient presque celles assises dans des villes comme Clarksburg avec des clés rouillées qu'elles n'avaient pas encore utilisées, avec des enveloppes qu'elles n'avaient pas ouvertes, avec quelque chose de réel sous la peur qui les maintenait en place. Il est finalement retourné au travail. Pas 3 emplois cette fois-ci. Un seul. Il a accepté un poste dans une organisation à but non lucratif axée sur le développement de la main-d'œuvre dans les zones rurales de Virginie occidentale, travaillant avec des adultes qui tentent d'atteindre la stabilité financière, touchant un salaire confortable, mais pas somptueux. Il était doué pour cela, comme les gens sont doués pour les choses qu'ils ont vécues. Il voyait encore Renata de temps en temps lorsqu'elle venait de Phoenix. Ils se retrouvaient prudemment le dimanche après-midi dans l'allée, tous deux s'efforçant d'adopter une politesse qui préserverait l'intérêt des enfants. Les choses n'étaient pas réparées entre eux, et il avait fini par comprendre que tout ce qui est brisé n'est pas forcément destiné à être réparé. Parfois, cela sert à vous apprendre ce dont vous avez réellement besoin. Sophie a été admise dans l'université de son choix à 17 ans. Elle a appelé Derek depuis l'école lorsque l'email d'acceptation est arrivé et a crié si fort qu'il a éloigné le téléphone de son oreille en riant. Tyler croyait toujours qu'il jouerait au poste d'arrêt-court pour les Yankees. Il avait maintenant 13 ans et son bras était devenu quelque chose qui valait la peine d'être regardé. Derek assistait à tous les matchs. Lily, qui avait 7 ans, avait récemment annoncé qu'elle avait l'intention de devenir artiste. Elle s'asseyait à la table de la cuisine presque tous les après-midi avec un carnet de croquis et une boîte de crayons de couleur, dessinant des animaux, des montagnes et des ciels orageux. Derek regarda l'un de ses dessins, un paysage grossièrement esquissé mais plein de mouvement, une vallée avec un orage arrivant par la gauche, et quelque chose dans sa poitrine devint très calme et très chaud. « C'est magnifique, Bug, » lui dit-il. Elle leva les yeux et lui fit un sourire édenté qu'elle n'avait pas encore perdu. « Je sais, dit-elle avec la confiance totale d'une personne qui n'a pas encore appris à avoir peur de ce qu'elle possède. Il rit. Dehors, derrière la fenêtre de la maison réparée sur Maple Creek Road, un après-midi en Virginie occidentale, baigné de doré et de bleu, Derek Calloway, qui avait maintenant 39 ans et en paraissait 39, prépara 2 tasses de thé et s'assit avec sa fille pendant qu'elle dessinait, sans compter le coût de quoi que ce soit pour la première fois depuis très longtemps. Derek Calloway a commencé avec un billet de 20 $ et une clé qu'il a failli jeter. Ce qu'il a trouvé n'était pas seulement 6,3 millions de dollars. C'était la preuve que la chose la plus précieuse que nous possédons est souvent la peur que nous portons en nous. Harold Whitfield savait ce qu'il avait. Il n'a simplement jamais cessé d'avoir peur assez longtemps pour agir. Et Derek a failli commettre la même erreur. Quelque part, en ce moment même, quelqu'un se tient devant un box de stockage, tenant d'une clé qu'il n'a pas encore tournée. Quelqu'un regarde une opportunité et se dit que ce n'est probablement rien. Cette histoire s'adresse à toutes ces personnes. Si elle vous a ému, si elle vous a marqué, si elle vous a fait penser à vos propres enveloppes non ouvertes, cliquez sur « J'aime » dès maintenant et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine histoire, car ces histoires sont réelles, tout comme la clé dans votre poche.